Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, on vous dit bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Aujourd'hui, c'est vraiment extraordinaire. Nous, au niveau du micro du Pasteur Bobo, nous sillonnons à travers le monde pour vanter, promouvoir les personnes qui émergent dans notre communauté, même si en Europe, ça peut être des Africains, des Européens, des Américains, mais beaucoup plus des Congolais. Et aujourd'hui, nous sommes avec une Congolaise. Avec elle, on va essayer de parler. Bonjour, que j'appelle qui, ma soeur? Christine. Christine. Ma soeur Christine. Dans les livres, on dit Nyota. Oui. Pourquoi avez-vous jugé bon de vous donner ce nom de Nyota? C'est les personnages que vous portez dans votre livre. Ce nom est venu suite à une succession de choses vécues et il y a eu aussi des amis qui m'avaient surnommé cela à une période où on passait à la retraite et tout, et puis cela m'est revenu et j'ai pensé que c'était une bonne chose de pouvoir me faire appeler comme ça. C'est un surnom que certaines personnes connaissent. Donc, qui est Christine? Christine, avant tout, c'est un enfant de Dieu qui vit la grâce, mais Christine est une sœur, femme, mère, grande sœur et enfant dans une grande famille. Mais je dirais encore Christine, c'est une assistante éducatrice dans l'enfance, la petite enfance comme on dit dans le français de chez moi. Et puis Christine, c'est aussi une accompagnatrice dans la relation d'aide chrétienne pour des personnes qui ont vécu certaines choses et les accompagner à pouvoir vivre avec cela. Parce qu'il y a de ces choses qu'on n'oublie pas. Je vous rappelle, je vous recommande ces livres. Les livres, c'est vraiment en famille, en communauté, seul parmi les lots. Comment se reconstruire lorsque tes parents n'ont pas su te protéger? Un témoignage de faveur, Christine Van den Heuvel. Van den Heuvel, dans votre livre, c'est Marco? Oui, tout à fait. C'est lui. Vous gardez les noms? Jusque-là, oui. Parlez un peu, en bref, si on vous demandait de parler du livre, en bref. Le livre, c'est plus pour pouvoir permettre de parler de certaines choses. Parce que, voyez-vous, on ne peut pas s'improviser de parler de certaines choses assez délicates, voire dures aux gens quand on ne les a pas vécues ou quand on n'est pas passé par là. Surtout quand ça ne s'est pas passé dans votre entourage. Et ça, c'est tellement important qu'avant de pouvoir parler de certains sujets, il a fallu mettre certaines choses par écrit pour pouvoir expliquer et aider la catégorie des personnes qui sont visées à pouvoir être en confiance et de pouvoir cheminer. Il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans le livre, parce qu'ici, on voit la souffrance des Nyota, votre souffrance, et de l'autre côté, c'était aussi votre épanouissement. Mais quand je prends dans votre livre vers la page 150 ou 170, là vous parlez la sœur de Florence vous invite à l'aider parce que elle devrait préparer pour son copain. Mais ça m'a beaucoup marqué. Jeune femme, jeune fille, à l'époque, c'est 18 ans quoi. Mais pour vous, Mboto c'est facile. Ça m'a beaucoup aimé, ça m'a beaucoup marqué. Pour faire du Mboto, vous dites que ça c'est votre dada. Donc c'est facile à faire du Mboto, c'est facile à faire. Et vous l'avez aidé à préparer du Mboto, à préparer du... C'était facile à faire. Donc on pourra aussi dire que Christine, ça valait la peine votre souffrance. Vous avez été formé.
C'est tout le paradoxe. Il a fallu que je dénonce, enfin, que je parle de certaines situations pour montrer qu'autour de certaines complications, voire difficultés, il existe aussi de côtés que je dirais pas positifs, mais un coin où on peut se réfugier. Et moi particulièrement, c'était la cuisine. Quand j'étais dans la cuisine, je me retrouvais et je m'y sentais bien. Parce que c'était un endroit où j'avais peu de soucis par rapport à d'autres choses. Donc du coup, je m'épanouissais là-dedans. Mais là, grâce à tes parents, grâce à tes parents que vous dénoncez dans le livre, bon, pas vous, mais que le livre dénonce qu'on vous a laissé à la merci des tantes. Les tantes ont mis des désordres dans la vie familiale, mais Nyot a été bien formé. Il y a beaucoup de filles qui ne savent pas préparer, qui n'ont pas souffert comme vous. Mais vous, préparez, c'est vraiment votre dada. Moi, ça m'a marqué. Mais c'est ça, comme j'ai... À pas préparer, prendre soin des enfants aussi, il y a beaucoup de choses que vous les faites bien comme jeune fille. Il faut comprendre le contexte dans lequel s'est passé toutes ces choses. C'est comme aujourd'hui, comme j'ai dit, juste pour aller un peu plus loin, il faut comprendre que le contexte familial reste une base et des repères pour chaque enfant. Et là, on ne peut pas dire que c'était une bonne base ou pas une bonne base. C'est une base à laquelle on va s'en servir plus tard. De quelle manière? Selon que ça a été forgé, selon que ça a été formaté, et c'est ce qui va produire les résultats après. Parce qu'une personne qu'on met souvent à la cuisine, ça serait étonnant qu'elle ne sache pas cuisiner. Parce que si vraiment c'était catastrophique, on ne la mettrait pas à la cuisine, on changerait. Donc on vous fait souffrir, mais on vous forme. Moi, je n'emploie pas ce terme souffrir. On vous fait faire des choses qui se traduisent. Pour vous faire mal, qui se traduisent. Mais ça va à votre avantage. Qui se traduisent par une forme de souffrance parce qu'on vous impose. Ce n'est pas de votre gré que vous le faites tout le temps. Alors du coup, vous réalisez que cet endroit où on vous a souvent imposé peut vous servir de refuge. Du coup, vous commencez à y prendre plaisir et vous atténuez ce côté-là qui fait que vous le prenez peut-être mal, que vous n'acceptez pas tout de suite. Cet endroit devient pour vous un refuge. Et là, c'est une forme de confort. C'est comme quelqu'un qui se met à l'abri par une pluie battante, par exemple. Dans votre livre, vous écoutez Florence et ses amis. Et Florence qui veut vous proposer de marier. Et elle va prendre elle-même, elle propose plus ou moins 2000 €. Elle va donner à votre papa 100 balles. Et elle va tout prendre. Parce que votre coutume, c'est les tantes, les oncles qui sont plus forts que les parents. Mais une phrase qui vous revient dans l'esprit, votre maman vous disiez, les jours où on va vous avez fait de la peau sexuelle, de toute façon, tout le monde le saura, et puis tu auras des problèmes. Moi, je suis l'aîné d'une grande famille, mais l'aîné sur 7 filles. Nous sommes 7 filles, donc j'ai 6 petites sœurs. Alors, comprenez que dans ma tradition, souvent on met l'accent sur l'aîné, dans leur compréhension que si l'aîné part dans les conditions que la tradition a arrangées, cela montre une réussite complète de la famille. Donc, peu importe ce qui va se passer avec les sœurs après, l'importance ou la pression est mise sur l'aîné. Alors là, d'une part, et d'autre part, c'est quoi? Une fille qui ne part pas selon la tradition, donc à l'occurrence le mariage qui ouvre la porte de partir, de quitter le toit familial, une femme qui part par fugue, grossesse, enfin qui est autre que le mariage, déshonore d'abord sa mère. Et la maman, plus encore sa famille, donc la famille de la maman, du côté maternel. Alors, dans tous ces soucis-là, la maman se met dans une position où elle doit veiller à ce que... Il faut faire peur à la fille. Oh, ben, chacun utilise les moyens qu'elle a.
Bon, ça, c'est intéressant parce que l'émission, on fait le livre, mais je vous recommande le livre. On ne va pas tout entrer, sinon vous n'allez pas acheter le livre. Mais c'est beaucoup plus... J'aimerais bien vous écouter par rapport à l'éducation sexuelle. Aujourd'hui, vous êtes éducatrice, écrivaine, vous faites beaucoup de choses. Si on vous demandait de comparer nos mamans en Afrique ou à l'époque, ils ont utilisé des méthodes de peu. Il fallait faire peur à la fille. Le jour où tu seras déviergé, tu auras un garçon, ça serait grave. On va te frapper, on va te dire que tu seras maudit, tout quoi. On fait peur que la chose, c'est pas bien. C'est un peu comme Dieu a dit à Ève et à Adam, le jour où vous mangez des fruits. Donc, c'est ça la méthode. Mais ici, si on vous demande de comparer là-bas et ici, et c'est nos parents avaient raison. Ici, on procède à la démocratie sexuelle, mais il y a aussi des dégâts par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Essayez de comparer les deux méthodes. Et parler par rapport à mon livre, bon, vous savez, Pasteur Bobo, chez nous, il y a une multitude de traditions. Mais de là où je viens, rares sont les personnes qui parlaient ouvertement aux filles de la sexualité. De là où je sors, par exemple, moi je voyais par rapport aux grandes sœurs qui s'est mariées, tout se passait bien jusqu'au jour du mariage, de la dot proprement dite, après que tout a été donné, tout ce que la famille a demandé. Il se trouvait toujours 2 ou 3 tantes, voire des cousines plus âgées, qui prenaient la mariée à l'écart. Et là, tout de suite, on commence à te parler, ce que tu dois faire, comment te comporter. Et ça, beaucoup ne le réalisent pas, mais ça a été choquant. Très choquant pour certaines femmes. Parce que dans l'euphorie de la préparation du mariage, bon, c'est vous dit. On ne vous dit rien, on vous dit. On vous fait peur. On vous dit juste ce qu'il ne faut pas faire. N'approchez pas les garçons, voilà. N'osez même pas. N'osez pas rester à l'écart. Bonjour les garçons, tu seras enceinte. C'était aussi pour toi le cas. C'était un peu compliqué. Voilà. En fait, il fallait tout faire pour vraiment garder la fille éloignée des garçons. Et puis le jour où tu amènes quelqu'un que non, la personne veut t'épouser, comme j'ai dit, c'est le jour de la cérémonie. Et après que les nécessaires soient faits, on vous met à l'écart et on vous commence à vous parler des choses. Bon, du sexe, c'est le jour du mariage. On vous parle du sexe le jour du mariage. Et là, c'est un cataclysme quand même. C'est chose insoupçonnable. Et puis c'est le soir même où on te libère, on te dit tu pars parce que nous, on a déjà reçu ce qu'on a demandé. Oui. C'est comme si le mec a droit avec ses 2000 balles, 2000 balles. Exactement. Il peut faire ce qu'il veut. Et voilà, et là on te dit, tu dois t'y mettre. Donc voilà, il y en a qui vont même préparer ton sac pour le jour J. Ce groupe de femmes va tout préparer pour toi. Mais je me rends compte qu'elles n'ont pas réalisé comment ça peut être déstabilisant et très choquant. Donc du coup, la femme qui vient d'être épousée, elle part. Si vous vous souvenez bien, ou pour les gens qui ont vécu des choses, vous allez voir que la mariée, le jour du départ, elle pleure. Elle est en train de pleurer. Elle pleure. Ah, il y en a qui disent c'est l'émotion parce qu'elle quitte la famille. Ça, c'est en partie. C'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est ce qu'on vient de lui dire de faire qu'elle ne soupçonnait même pas des fois l'existence et qu'elle doit le mettre en pratique, mais comme si de rien n'était. Et ça, il y a une confusion, il y a une tempête dans la personne. Les filles d'aujourd'hui, vous êtes mères, les filles d'aujourd'hui, vous êtes éducatrices chrétiennes aussi. Si maintenant on vous demandait aujourd'hui d'aider les enfants, les jeunes filles aujourd'hui, vous pour l'école de la démocratie, tout dire à leur profil, tout dire directement, à quel âge il faut commencer? Je n'emploierai pas le terme démocratie. Il faut comprendre qu'ici en Europe, par exemple, dans votre pays voisin, un pays qui est voisin à chez vous, par exemple, on commence à parler aux enfants de 5-6 ans. Voilà, on leur parle de découvrir leur côté sexuel, déjà. Même si voilà. Et ils ont commencé à démystifier la chose, si je peux dire ça comme ça. Maintenant,
Ce que moi je dirais, c'est aux parents. Mais les parents africains et arabes tout au scandale, c'est tout au scandale. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec Expliquez le mœurs. à l'enfant de 5 ans. De 5 ans. Et de quelle manière? Il y a aussi tout ça. Mais vous proposez quoi, vous? À part votre Oh, expérience. moi, On vous a tout caché. ces choses-là, ça va au cas par cas. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes au courant que nous avons plusieurs cultures, plusieurs traditions chez nous. Il y a de ces cultures où la sexualité a été démystifiée bien avant. Et elle n'est pas prise comme dans d'autres qui est sujet à tabou. On marie même encore les filles assez très jeunes, du genre prendre la dot à 14 ans pour préserver la virginité et éviter le scandale dans la famille. Donc vous voyez, c'est suivant les traditions. Il faut savoir comment s'adapter et comment le faire. Et encore, vous ne pouvez pas, je ne peux pas moi m'autoriser, commencer à dire tout de suite, je vais te parler de la sexualité et ci et ça, non. Et puis, en plus, là où nous vivons, ou là où je travaille, il y a des secteurs qui ont été bien, des départements bien départagés. Pour quelle question envoyer l'enfant vers qui? Mais dans ma communauté, par exemple, mais non, si il s'agit de ma communauté, mais vraiment c'est au cas par cas. Au cas par cas, parce que il ne faut pas oublier, ça peut avoir l'air banal, ou même dire que de notre ère, c'est le numérique, les enfants voient tout sur Internet et tout, mais il y a encore des enfants sensibles qui sont choqués, mais véritablement choqués, au point des fois d'avoir du dégoût, suivant la chose, comment elle leur a été présentée. Donc Oui, c'est vraiment au cas par cas. Dans votre livre, vous prônez simplement la révolution par rapport à ce que vous avez vécu. C'est un livre que je recommande à tous les parents, à tous les enfants aussi. Une phrase de votre père que j'ai beaucoup aimé, ça revenait quand même. Hein, où votre père, on vous disait, il faut écouter les adultes, hein, leurs paroles, c'est vraiment... Ça vous est revenu quand vous êtes en Allemagne. Vous arrivez en Allemagne, on vous amène là où vous êtes en Allemagne. La phrase vous revient parce que là-bas, on voulait vous imposer des choses. La famille, l'oncle qui vous reçoit, vous voulez vous entraîner dans des choses. Heureusement, vous avez été prévenu par miracle, par Dieu. Mais votre père vous envoie une lettre pour dire qu'il faut obéir à l'oncle. L'obéissance, aujourd'hui, dans des familles, si on vous demande de l'obéissance, c'est quoi? L'obéissance. Parfois, il faut l'obéir, mais vous vous êtes rébellé. Les joies et même les chocs. Il y a des personnes qualifiées pour cela. Il y a des personnes qualifiées pour cela. Parce que l'être humain, pourquoi on fait d'abord que Jésus-Christ est venu? Quand Christ est venu, il a dit, il est venu pour libérer les captifs. Il est venu pour libérer les captifs. Le cœur brisé, il va les guérir. Ça, nous voyons dans Luc. Donc, voilà, dans Luc 14. Donc, là, Christ est venu, il y a un besoin réel. Mais il faut des personnes compétentes pour accompagner cela parce que ça existe. Alors, malheureusement, peu d'endroits, il existe peu d'endroits où on peut poser ce genre de choses. Or, quand on arrive à les poser, on vit mieux. Quand vous écrivez, tu as les yeux de la colombe. Je vais te regarder, je regarde tes yeux. Tu as les yeux de la colombe. Vous répliquez. C'était son regard à lui, c'était pas le mien. Enfin, c'était son constat à lui. Tes amis, et puis vous corrigez les fautes d'orthographe. Oui, mais j'avais des bons amis. Donc, une fille bizarre. Ça existe aussi, c'est Dieu qui a voulu que ça existe. La diversité fait toujours des bonnes choses. Vous corrigez les fautes d'orthographe. Pas moi, mes amis. Mes amis, ils aimaient bien faire ça. Donc, ça les amuse. Un garçon vous drague, vous corrigez les fautes d'orthographe. Mes amis corrigeaient les fautes. Mes amis montraient ces fautes d'orthographe et puis les corrigeaient en passant. Et vous directement. Mais c'était... moi, ce sont des personnes que... Je ne peux pas les dissocier d'eux. Encore maintenant, on est frères. Nous, on s'appelle frères. Et votre église, là, c'est toujours... l'église qui nous a réussi à
vous, la tante, vous voyez une touche de droit. C'est vous toujours? Oh, l'église a changé, n'est plus le même. Il a changé plusieurs pasteurs. Ce que j'ai entendu, ben voilà. Ce n'est pas ce que moi j'avais laissé. Donc voilà. Est-ce que Christine, on peut terminer ici, est-ce que Christine va faire, par rapport à votre livre, qu'est-ce que vous projetez faire? Des conférences, aller expliquer, faire des conférences, faire des débats avec des jeunes, des familles, des parents, parce que ça c'est intéressant pour des familles. Hein? Qu'est-ce que vous comptez faire? Oui, des conférences, oui, ça a déjà commencé. Il y a aussi des réunions qui se font sur Zoom, justement dans le cadre de l'accompagnement des chrétiens, donc accompagnement chrétien. Ce n'est pas la cure d'âme, hein, rien à voir. C'est vraiment un accompagnement pour pouvoir justement apprendre à vivre avec certains traumas et voir diriger certaines personnes à des endroits requis chez les professionnels et vivre une vie qui convient. Donc des conférences, oui, cela se fait et c'est aussi envisagé. Il y a quelques dates déjà, effectivement. Mais dans le but toujours justement de pouvoir aider toutes ces personnes qui portent des fardeaux mais tellement lourds, c'est inimaginable. Il y a des personnes qui disent, ben voilà, ça fait 20 ans qu'ils viennent en Europe, mais avec un poids, un fardeau, mais la peur des représailles. Où trouver le livre? Les livres, on les trouve sur Amazon ou chez Pasteur Bobo. Amazon ou Pasteur Bobo, en famille, encore en communauté, seul parmi les loups. Comment se reconstruire lorsque tes parents n'ont pas su te protéger? Ta mère n'a pas su te protéger. Elle me suit entre vous et votre maman. Elle est maintenant, je crois, aux États-Unis. Comment ça se passe avec votre maman? Elle sera de retour ici. Oh, hyper bien. Hyper bien. Parce qu'elle a lu le livre. Elle a commenté au départ, c'était un projet, je lui en ai parlé. Ensuite, je l'ai fait lire les ébauches à l'époque. Et puis, cela nous a permis aussi d'approfondir certaines choses. Donc, notre relation, entre autres, moi j'ai une meilleure relation maintenant avec ma mère. Je fais partie des privilégiés. Tes sœurs que vous nommez Olga et Hortense, elles ont lu le livre, je les salue. Hein. Maintenant, je vous appelle Olga et Hortense, je ne sais pas qui est Olga, qui est Hortense. Mes sœurs, pareil, il y a des choses aussi qui étaient enfouies chez certaines. On a pu, enfin, elles ont sorti et on a pu en parler. Donc vraiment, le livre a été un moyen comme un catalyseur pour pouvoir parler de certaines choses sans toutefois blesser ou incriminer. Parce que ce n'est pas le but d'incriminer. Le but est vraiment de pouvoir parler des choses qui sont dures et difficiles, voire tabous, mais trouver des solutions et apprendre à vivre avec. Et donc, vivre bien dans la famille. Bon, les tantes Momba, les Florence, les Makunjo, Makunjo c'est le mari de Florence, toutes ces personnes-là, les tantes Konda et puis les Pachola, vous n'avez pas de comment avec eux, c'est pas adressé à eux. Vous dénoncez un système qui est déjà de génération en génération. Et pouvoir aider les victimes à vraiment leur donner du courage d'aller chercher de l'aide. Il y en a vraiment besoin. La coutume prime sur la famille. Il faut laisser l'enfant à ses parents. Moi, je dirais pas forcément comme ça. Mais suivant le système, la tradition dont vous êtes issu, regardez comment adapter ou accommoder avec les enfants que vous avez et dans les milieux que vous vivez. Parce que là, de nos jours, c'est inadmissible. On ne peut pas traiter un enfant ici comme au bled. C'est juste pas possible. Mais c'est toi, Olga et Hortense peuvent laisser facilement ces enfants chez toi. Tu ne vas pas les traiter comme Florence ou Momba. Mais c'est là toute la différence. Comme j'ai dit, nous avons cette grâce, si je peux dire ça comme ça. On a tous fait plus ou moins les études et formations qui tendent un peu dans le... Il y a des choses qu'on a tout de suite commencé à regarder aussi à la maison. Donc, et ça nous aide à mieux vivre. Ça nous aide à mieux vivre. Donc, on ne stigmatise pas, par exemple, des tenues. Ah tiens, tel qui s'habille comme ça deviendra forcément telle personne. On a quitté tout cela. Pourquoi? Parce qu'on a compris qu'il ne suffisait pas, par exemple, de s'habiller comme un délinquant pour en être un. Alors,
Il y a toutes ces choses-là. On pourrait terminer ici. Moi, je remercie ton père qui est déjà parti au ciel. Je le remercie beaucoup. Je connais aussi votre maman. Je les remercie parce que je ne vous connais pas tous, mais je vous connais beaucoup. Je connais beaucoup dans votre famille. Les filles sont bien éduquées. C'est des bacs plus. Vous êtes tous des bacs plus. Bien que vous dénoncez un système. Et moi je félicite les parents. C'est compliqué, paradoxe. Ils ont été coincés, mais c'est la formation qui a pris. Mais comment faire aujourd'hui pour qu'on puisse mélanger et la formation et, comme tu dis, et être sévère ou être correct avec les enfants? Il faut démystifier les choses et prendre le courage de parler clairement à ses enfants. Démystifier, mais vraiment. Parce que l'être humain a toujours aussi tendance, et est toujours d'ailleurs attiré par ce qu'on lui interdit, en général. C'est qu'on dit ne fais pas. Et là, c'est comme une induction en fait. Pourquoi on ne doit pas faire? Et là, ça pousse même la réflexion. Mais là, quand une idée est sortie dans son entièreté, l'enfant comprend. C'est ce qui se passe à l'école. Pour les parents qui ont des enfants scolarisés, ils voient ça. En tout cas, pour ceux qui sont en Europe, ils voient ça. Tu vas dire à l'enfant, je ne veux pas, arrête. Il va te dire pourquoi, il va te demander pourquoi. Donc tu dois lui dire que non, je ne veux pas que tu t'approches de moi pendant que je suis en train de frire, parce que l'huile chaude peut gicler sur toi et puis tu peux te brûler. Ah là, l'idée continue et la réponse est claire. Mais toi qui avais peur des garçons, jusqu'à fouiller la maison de votre cousine ou tante, d'abord cousine, vous avez fouillé parce qu'on voulait vous proposer un garçon. Comme dans votre vie, vous avez votre mère, vous martelez les jours. Si tu dis bonjour à un garçon, tu vas tomber à 7. Tu avais peur des garçons. Mais tu arrives chez Marco, ça coule directement au mariage. Non, mais la situation n'est pas pareille. Je n'ai pas senti la peur chez Marco. La situation n'était pas pareille. J'ai lu les livres. Je n'ai pas trouvé. D'abord. Ça coulait directement. Pourquoi? Ça coulait directement, bague de fiançailles, mariage directement. Non, parce que d'abord, les contextes n'étaient pas le même. Je n'étais pas... Vous êtes frustré, avoir peur. Et l'endroit où je vivais, j'étais censée les libérer aussi. C'était aussi un mariage de raison. Tu te retrouves à la rue, où tu fais quoi? Tu pars, pendant que... Non, tu as refusé les vieux, les 60, les vieux. Tu as refusé les vieux, mais tu arrives chez Marco, il était jeune. L'approche de Marco était très différente. C'est très différent. Très différent. Un homme doux et agréable. Lisez les livres, tout ce que c'est dans les livres. Moi j'ai lu les livres, une femme qui a peur des garçons, qui ne voulait même pas de garçons, qui a grandi même pas sans garçons. Bon, il a eu la grâce de grandir sans des garçons. Si tu approches, c'est la guerre, mais... Un gars qui arrive qui s'appelle Marco, avec ce gars-là, ça coulait, ça va couler et c'était le bon. Merci, on dit à suivre.